Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilibre, livre audio. Suite. Madame la duchesse de Langeais, dit Jacques en coupant la parole à l'étudiant qui fit le geste d'un homme violemment contrarié. Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix basse, d'abord ne soyez pas aussi démonstratif. Eh, bonjour, ma chère, reprit-elle en se levant et allant au-devant de la duchesse, dont elle pressa les mains avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu montrer pour une sœur, et à laquelle la duchesse répondit par les plus jolies câlineries. Voilà deux bonnes amies, se dit Rastignac. J'aurai dès lors deux protectrices. Ces deux femmes doivent avoir les mêmes affections, et celle-ci s'intéressera sans doute à moi. À quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir, ma chère Antoinette, dit madame de Beauséant. Mais j'ai vu monsieur d'Adjunta Pinto entrant chez monsieur de Rochefide, et j'ai pensé qu'alors vous étiez seule. Madame de Beauséant ne se pinça point les lèvres. Elle ne rougit pas, son regard resta le même, son front parut s'éclaircir pendant que la duchesse prononçait ces fatales paroles. Si j'avais su que vous fussiez occupé, ajouta la duchesse en se tournant vers Eugène. Monsieur et monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins, dit la vicomtesse. Avez-vous des nouvelles du général Montriveau, fit-elle. Sérizy m'a dit hier qu'on ne le voyait plus. L'avez-vous eu chez vous aujourd'hui? La duchesse, qui passait pour être abandonnée par monsieur de Montriveau, de qui elle était éperdument éprise, sentit au cœur la pointe de cette question, et rougit en répondant. Il était hier à l'Élysée. De service, dit madame de Beauséant. Clara, vous savez sans doute, reprit la duchesse en jetant des flots de malignité par ses regards, que demain les bans de monsieur d'Adjunta Pinto et de mademoiselle de Rochefide se publient. Ce coup était trop violent. La vicomtesse pâlit et répondit en riant. Un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi monsieur d'Adjunta porterait-il chez les Rochefide un des plus beaux noms du Portugal? Les Rochefide sont des gens anoblis d'hier. Mais Berthe réunira, dit-on, 200 000 livres de rente. Monsieur d'Adjunta est trop riche pour faire de ces calculs. Mais ma chère, mademoiselle de Rochefide est charmante. Ah, enfin, il y dîne aujourd'hui. Les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite. Quelle sottise avez-vous donc faite, monsieur? Dit madame de Beauséant. Ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde qu'il ne comprend rien, ma chère Antoinette, à ce que nous disons. Soyez bonne pour lui. Remettons à causer de cela demain. Demain, voyez-vous, tout sera sans doute officiel, et vous pourrez être officieuse à coup sûr. La duchesse tourna sur Eugène un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête, l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro. Madame, j'ai sans le savoir plongé un poignard dans le cœur de madame de Restaud. Sans le savoir. Voilà ma faute, dit l'étudiant, que son génie avait assez bien servi, et qui avait découvert les mordantes épigrammes cachées sous les phrases affectueuses de ces deux dames. Vous continuez à voir, et vous craignez peut-être les gens qui sont dans le secret du mal qu'ils vous font, tandis que celui qui blesse, en ignorant la profondeur de la blessure, est regardé comme un sot, un maladroit, qui ne sait profiter de rien, et chacun le méprise. Madame de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants, où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au cœur de l'étudiant le coup d'œil d'huissier-priseur par lequel la duchesse l'avait évalué. Figurez-vous que je venais, dit Eugène en continuant, de capter la bienveillance du comte de Restaud. Car, dit-il en se tournant vers la duchesse d'un air à la fois humble et malicieux, il faut vous dire, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien pauvre. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac. Nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. Bah, fit Eugène, je n'ai que 22 ans.
il faut savoir supporter les malheurs de son âge. D'ailleurs, je suis à confesse, et il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal. On y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre. La duchesse prit un air froid à ce discours anti-religieux, dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la vicomtesse « Monsieur arrive ». Madame de Beauséant se prit à rire franchement, et de son cousin, et de la duchesse. « Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. » « Madame la duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ce qui nous charme ? Allons, se dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur. Mais madame de Restaud est, je crois, l'écolière de monsieur de Treilles, dit la duchesse. Je n'en savais rien, madame, reprit l'étudiant. Aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari, je me voyais souffert pour un temps par la femme, lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé, et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. Qui est-ce ? Dirent les deux femmes. Un vieillard qui vit à raison de 2 louis par mois au fond du faubourg Saint-Marceau, comme moi, pauvre étudiant. Un véritable malheureux dont tout le monde se moque et que nous appelons le père Goriot. Mais enfant que vous êtes, s'écria la comtesse, madame de Restaud est une demoiselle Goriot. La fille d'un vermicellier, reprit la duchesse, une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier. Ne vous en souvenez-vous pas, Clara ? Le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine. Des gens, comment donc ? Des gens... Ejus dem farinae, dit Eugène. C'est cela, dit la duchesse. Ah, c'est son père, reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur. Mais oui, ce bonhomme avait 2 filles, dont il est quasi fou, quoique l'une et l'autre l'aient à peu près renié. La seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en regardant madame de Langeais, mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nuncingen? Ne se nomme-t-elle pas Delphine ? N'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra, qui vient aussi au Bouffon et rit très haut pour se faire remarquer ? La duchesse sourit en disant « Mais ma chère, je vous admire. Pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces gens-là ? Il a fallu être amoureux fou, comme l'était Restaud, pour s'être enfariné de mademoiselle Anastasie. Oh, il n'en sera pas le bon marchand. Elle est entre les mains de monsieur de Treilles, qui la perdra. » Elles ont renié leur père, répétait Eugène. Eh bien, oui, leur père, le père, un père, reprit la vicomtesse. Un bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune 5 ou 600 000 francs pour faire leur bonheur en les mariant bien, et qui ne s'était réservé que 8 à 10 000 livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qu'il s'était créé chez elles 2 existences, 2 maisons où il serait adoré, choyé. En 2 ans, ses gendres l'ont banni de leur société, comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux d'Eugène, récemment rafraîchis par les pures et saintes émotions de la famille, encore sous le charme des croyances jeunes, et qui n'en était qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Les émotions véritables sont si communicatives que pendant un moment ces 3 personnes se regardèrent en silence. « Et mon Dieu, dit madame de Langeais, oui, cela semble bien horrible, et nous voyons cependant cela tous les jours. N'y a-t-il pas une cause à cela ? Dites-moi, ma chère, avez-vous pensé jamais à ce qu'est un gendre ? Un gendre est un homme pour qui nous élèverons, vous ou moi, une chère petite créature, à laquelle nous tiendrons par 1000 liens, qui sera pendant 17 ans la joie de la famille, qui en est l'âme blanche, dirait Lamartine, et qui en deviendra la peste. Quand cet homme nous l'aura prise, il commencera par saisir son amour, comme une hache, afin de couper dans le cœur et au vif de cet ange tous les sentiments par lesquels elle s'attachait à sa famille. Hier, notre fille était tout pour nous.
Nous étions tout pour elle. Le lendemain, elle se fait notre ennemie. Ne voyons-nous pas cette tragédie s'accomplissant tous les jours? Ici, la belle-fille est de la dernière impertinence avec le beau-père, qui a tout sacrifié pour son fils. Plus loin, un gendre met sa belle-mère à la porte. J'entends demander ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la société. Mais le drame du gendre est effrayant, sans compter nos mariages qui sont devenus de fort sottes choses. Je me rends parfaitement compte de ce qui est arrivé à ce vieux vermicelier. Je crois me rappeler que ce Goriot, madame. Oui, ce Moriot a été président de la section pendant la Révolution. Il a été dans le secret de la fameuse disette et a commencé sa fortune par vendre dans ce temps-là des farines 10 fois plus qu'elles ne lui coûtaient. Il en a eu tant qu'il en a voulu. L'intendant de ma grand-mère lui en a vendu pour des sommes immenses. Ce Goriot partageait sans doute, comme tous ces gens-là, avec le comité de salut public. Je me souviens que l'intendant disait à ma grand-mère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à Grandvilliers, parce que ses blés étaient une excellente carte civique. Eh bien, ce Loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête, n'a eu qu'une passion. Il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l'aînée dans la maison de Restaud et greffé l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier qui fait le royaliste. Vous comprenez bien que sous l'Empire, les deux gendres ne sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux 93 chez eux. Ça pouvait encore aller avec Bonaparte. Mais quand les Bourbons sont revenus, le bonhomme a gêné monsieur de Restaud, et plus encore le banquier. Les filles, qui aimaient peut-être toujours leur père, ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le mari. Elles ont reçu le Goriot quand elles n'avaient personne. Elles ont imaginé des prétextes de tendresse. Papa, venez, nous serons mieux, parce que nous serons seuls, etc. Moi, ma chère, je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence. Le cœur de ce pauvre 93 a donc saigné. Il a vu que ses filles avaient honte de lui, que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s'est sacrifié parce qu'il était père. Il s'est banni de lui-même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père et les enfants ont été complices de ce petit crime. Nous voyons cela partout. Le père Doriot n'aurait-il pas été une tache de cambouis dans le salon de ses filles? Il y aurait été gêné, il se serait ennuyé. Ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux. Si elle l'ennuie de son amour, il s'en va. Il fait des lâchetés pour la fuir. Tous les sentiments en sont là. Notre cœur est un trésor. Videz-le d'un coup, vous êtes ruiné. Nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui. Ce père avait tout donné. Il avait donné pendant 20 ans ses entrailles, son amour. Il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues.